des ronds et on descend jusque sous l'Odève en montagne noire. Donc c'est quand même très grand. Dans le département total, près de 4 millions d'habitants, pas très dense, 55% du territoire qui est agricole, 40% de forêt, important parce que ce sont des grosses filières chez nous aussi, mais aussi également nous avons des stations de ski. On a 13 sur le Massif central en ski alpin et 28 domaines nordiques. Ici on est sur le cœur un peu. On parle des emplois dans l'industrie, c'est important de le savoir aussi quand même. Des grosses industries comme Michelin notamment, ArcelorMittal, on a une part importante, une part supérieure d'emplois industriels sur le Massif central par rapport à la part nationale. Comment? Alors, pour vous dire, un diagnostic, ça, déjà, quand on a décidé, quand l'idée de faire ce plan a été donnée par l'État, le comité de massif a fait un choix. C'est-à-dire que quand on prend le mot stratégique, le choix était stratégique d'entrée de jeu, et c'était de dire, on va faire ce plan avec et pour les acteurs du Massif central. Donc déjà, c'est une quarantaine de personnes qui ont travaillé à ce plan-là, tous horizons, à la fois géographiques et professionnels. Vous avez aussi, par exemple, Pierre Gérard et Marion Eriksson ont participé également à ce travail-là à un moment donné, mais on avait une personne de Lioran, de la Seine de Lioran qui était présente. On avait des forestiers, on avait des agriculteurs, on avait des chercheurs, on avait pas mal d'experts qui sont venus ici abonder les débats, qui ont tourné, etc. L'idée, donc, c'était de le faire en interne et savoir de profiter, de faire de cette obligation réglementaire une opportunité pour embarquer et sensibiliser le territoire là-dessus. L'objectif, engager et accompagner les territoires, répondre aux grands enjeux et soutenir les territoires par des propositions simples et concrètes, et faire émerger des initiatives d'envergure à l'échelle du Massif central. Donc le groupe de travail adaptation au changement climatique, une quarantaine de personnes en permanence, a été constitué. Le travail sur 1 an, 8 réunions en présentiel systématiquement la journée complète, à chaque fois, pour vous donner une idée. On était accompagné également par l'agence d'urbanisme Clermont-Massif central. Quand on parle d'ingénierie d'accompagnement, on en a toujours besoin effectivement. Et là, on a eu un partenaire qui était l'agence d'urbanisme sur la partie animation, sur effectivement les déroulés, etc. On a beaucoup travaillé avec eux. Tout ça, ça a constitué quelque chose de très intéressant, avec cette démarche adaptée. Ça a permis d'avoir une communauté apprenante. Les uns et les autres ont appris les uns des autres. Alors, le diagnostic, c'est un temps qui est extrêmement important. Je sais quasiment rien, c'est juste pour vous donner en méthodologie les principes qui ont gouverné ce travail-là. Le diagnostic, c'est un temps important parce que ça permet d'avoir un socle commun et partagé de connaissances scientifiques. Tout à l'heure, on en a parlé de la partie des experts, de la science, de savoir comment on transfère tout ça. Là, c'est important d'avoir au moins un socle commun et qui soit compris. On a eu un avantage, c'est qu'on avait un climatologue avec nous, qui a pu répondre aux questions, expliciter des choses, etc. Donc ça, c'était une très bonne chose. Le travail que ce climatologue a fait, vous pouvez le retrouver aussi, puisqu'il a travaillé pour les chambres d'agriculture sur un projet qui s'appelle AP3C, Adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Pour chaque département, il y a des cartes avec les évolutions entre 2000 et 2050. On en a une là, sur laquelle on va revenir rapidement. Le bilan, ça sert à quoi? Ça sert à retracer ce qui s'est déjà produit. Donc on a fait un bilan 1980-2020. On va en parler très vite. De prendre connaissance aussi des spécificités territoriales. Parce que la centrale, c'est très long, mais c'est... Voilà. Et aussi de ce qui va se produire à minima. Alors quand on a fait ça, des territoires, être conscient des disparités, des différences, des nuances des territoires. Donc on avait fait 6 sous-territoires pour essayer de mieux s'adapter à la compréhension, ou en tout cas à ce que chacun puisse vraiment se projeter dans ce qui allait être. Parce que si je vous dis, entre 1980 et 2020, la température moyenne sur le Massif central a augmenté de 1,5 degré. Pas très loin. Et ça cache beaucoup de choses, notamment les disparités de saison. Et si je vous parle des saisons et par rapport à ce qui peut nous intéresser, quand on a fait nos 6 sous-secteurs, il y en avait un qui s'appelle Cœur de Massif, et on est dedans aujourd'hui, avec la partie massif du Sancy, chaîne des Puits et tout, on est dans le cœur de Massif. Et sur le cœur des massifs, on avait constaté, en été, c'est eux qui augmentent le moins vite. C'était, alors qu'on avait déjà 2 degrés dans le sud, etc., puis c'était 1 à 4. Par contre, en hiver, c'est exactement l'inverse. Ça évolue moins vite. Alors, on peut dire, vous savez, puisqu'on sait qu'en montagne, ça évolue plus vite. Et bien là, on le voit à nos échelles inférieures. C'est la même chose. Si on descend, ils sont à 1,1 degré en hiver, et nous, on a 1,7.
En hiver, la valorisation absolue, entre 1980 et 2020, c'est plus 1,7 degré. Et c'est quand même important sur des endroits où on a effectivement des stations de ski, où ça génère une économie particulière. Une fois qu'on a vu les évolutions, qu'on les a conscientisées, on en a vu les impacts. Donc là, juste ça, c'est la carte des CatNat. Donc c'est les arrêtés de catastrophes naturelles. Tout le massif central est concerné. Voici, il y a 3 taches blanches en haut. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'habitat à ces endroits-là. En moment, ce n'est pas des zones habitées, donc pas besoin de faire un arrêté de catastrophe naturelle. Personne n'a indemnisé. On n'indemnise pas la nature, donc elle n'est pas la même. Là, l'impact, ça a permis aussi d'activer la dimension sensible, parce que ça, c'est super important. À partir du moment où on a parlé de comment ça touche le territoire, le changement climatique, de ce qui se passe, on a reparlé, par exemple, des grandes tempêtes 82-99. Et il y avait pas mal de gens dans le groupe qui les avaient connues, notamment chez les forestiers. Donc, c'est des émotions qui remontent. On a pu parler, parce que malheureusement, au fur et à mesure, de ce qu'on faisait dans notre travail, il y avait d'autres sécheresses, donc il y avait d'autres canicules. Les gens ont été impactés, les agriculteurs ont pu réagir. Oui, alors nous, en 2023 et en 2022, on a vraiment pu cerner comment ça touchait individuellement l'activité, la personne. Donc là, c'était l'arrêté CatNat. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a conscientisé ce qui s'est passé, comment ça nous impacte et ce qui va se passer. Donc là, c'est une carte, une pour vous montrer. Il y en a plein. C'est l'évolution 2000-2050 des températures moyennes en hiver. Les couleurs, ça veut dire quoi? Plus vous êtes rouge, plus l'évolution est rapide et forte. Hein, ça ne veut pas dire qu'il est plus chaud, c'est que l'évolution, ça traduit une évolution. Donc, c'est une évolution par rapport à la base, 2000, vous partiez à 30 degrés, ben, vous allez prendre jusqu'à 3,23, plus 3,23 degrés. Donc, vous voyez, le cœur massif, hein, c'est cette partie-là, on la voit bien, on est dedans. Donc ça, on l'avait. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette évolution-là? Alors, donc maintenant, les températures moyennes entre 2000 et 2050 sur le massif central, c'est à peu près plus 2 degrés. Il y a à peu près 0,4 degrés Celsius supplémentaires en moyenne annuelle. La saison la plus compliquée, c'est le printemps. Il y a une évolution qui est beaucoup plus rapide, centrée sur 2,5 degrés en 50 ans. Je vous donne les chiffres du climatologue. Été, les évolutions, c'est jusqu'à 3 degrés vers le sud-ouest. Elles sont plus faibles dans le centre du massif. C'est l'aspect altitude. En automne, c'est 1,5 degrés en 50 ans. Et l'hiver, c'est jusqu'à plus 3 ou plus 4 degrés au cœur du massif. C'est ce qu'on voit ici. 3,23. Les précipitations vont bouger. C'est important. Les précipitations aussi. On a une faible évolution en cumul annuel. On aura à peu près la même masse d'eau avec une petite perte de 10 à 15% estimée sur les 50 ans. Par contre, le printemps, encore, diminution quasi généralisée des précipitations. Donc ça veut dire que c'est une période quand même de floraison pour les agriculteurs, c'est hyper important. Le printemps, là on va avoir plus chaud et on aura moins d'eau à ce moment-là. En été, la grande zone centrale du massif bénéficie d'une augmentation sensible des précipitations, alors que c'est la diminution qui prédomine en bordure sud. Et à l'automne, c'est majoritairement une augmentation, surtout sur les céréales. Et on le voit bien, hein, les fameuses annonces saisonnières, là on est bien. En hiver, c'est une diminution sensible, et vous le savez bien, des précipitations également, on constate déjà, et ça va continuer, malheureusement. Tout ça, ça joue sur le bilan hydrique, donc une évapotranspiration qui augmente, et donc un bilan hydrique qui va être dégradé. On va perdre jusqu'à 100 mm d'eau. Alors, c'est pas le bilan hydrique, c'est la comparaison entre le besoin, c'est ce qui va tomber, qui va être à peu près pareil en soi, mais il y a un besoin en eau qui est supérieur. Donc, de fait, on va avoir une perte d'eau magnifique. Donc, c'est une baisse qui est environ de 100 mm jusqu'à 250 mm sur le sud. Et surtout, bien sûr, une fois de plus, c'est le printemps qui baisse le plus. Voilà, je vais passer globalement rapidement quelques chiffres. Vous allez les retrouver beaucoup plus détaillés, beaucoup plus approfondis sur le diagnostic si vous voulez le voir, parce qu'il est en ligne, vous pouvez voir ça. Et puis si vous allez sur le projet A2C, vous aurez les cartes avec vraiment la capacité à descendre à des échelles beaucoup plus basses. Qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a fait ce petit bilan-là? On a passé à l'étape de la peur, on a voulu se projeter un peu plus loin. Mais pour se projeter et voir, on s'est bien rendu compte que les territoires n'auront pas tous les mêmes capacités d'adaptation. On a pris la donnée climatique telle qu'elle est, on a parlé des changements de manière plus globale, mais on s'y posait la question des fragilités individuelles par territoire. Parce que c'est une réalité, on ne peut pas le dire, mais
Vous l'avez dit tout à l'heure, quel territoire? En fait, il faut vraiment se poser la question, c'est à chacun d'aller faire son diagnostic et de chercher. Là, c'est la carte des inégalités générationnelles. Vous voyez, donc c'est effectivement des endroits qui sont plus vus que d'autres. La population se renouvelle moins bien. Là, les autres inégalités, on ne voit pas tout, mais c'était les inégalités de la population. Là, c'était la densité de population, par exemple. On a des choses comme ça. Donc, il y a eu aussi l'inégalité en matière sociale, de ceux qui étaient les plus fragiles socialement. Donc, c'était tout ça d'analyser toutes ces capacités des territoires à agir et comment quels allaient être leur premier cheval de bataille, entre guillemets, pour eux. Et puis, ça permet de dresser des chaînes d'impact, de fait, pour déterminer les sensibilités et les vulnérabilités, dont on parlait tout à l'heure, analyser le niveau de résilience des territoires et de se lancer dans l'adaptation au changement climatique par rapport à tout ça. Donc, on le voit bien, on a quand même des territoires qui sont ruraux, montagneux, avec des vulnérabilités différentes selon les lieux de vie, bien sûr. Quand on a dit tout ça, il y a eu des enjeux qui ont été révélés par le groupe qui étaient liés à l'altérité. Qu'est-ce que c'est que l'altérité? C'est de dire effectivement, tous les territoires n'ont pas les mêmes moyens et ne vont pas avoir les mêmes défis à relever. On a tous un défi de changement climatique, d'atténuation en premier, parce que c'est partie de l'adaptation, etc. On a tous un défi commun à relever, mais on n'a pas tous les mêmes défis localement à relever en premier ou dans l'ordre de la façon de le faire. Ça ne va pas être la même chose. Donc l'altérité, c'est reconnaître qu'on n'est pas tous affectés de la même façon par le changement. Ils ont également relevé un autre point pour eux qui était important, c'était la justice sociale. On en a reparlé tout à l'heure, ça aussi. Pour eux, le groupe, elle doit s'établir au regard des différences entre urbains et ruraux, montagnes et vallées, entre des aires territoriales d'attractivité, au sein des territoires, entre populations aisées et précaires, entre touristes et locaux. Le tourisme aussi était dedans. Mais également entre les territoires, on a vu l'altérité, il y a ça, et la justice était aussi interterritoriale, parce que je vous donne un exemple dans ce que vous disiez tout à l'heure. Ils ont été très très frappés sur le fait que le barrage de Nossac, quand le barrage de Nossac descend, quand on est à Clermont-Ferrand ou à Chasseray, c'est loin, c'est pas très grave. Voilà. Sauf que Clermont-Ferrand, ils ne boiront pas, s'il n'y a plus d'eau dans le barrage de Nossac, s'il ne peut plus relarguer, c'est l'alimentation en eau potable de la population de Clermont-Ferrand qui est affectée. Donc le barrage qui est dans l'Ozère affecte l'alimentation potable de la zone de Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est important aussi. Donc pour répondre à ces enjeux qui ont été notifiés, le groupe a reconnu la nécessité d'agir. Et pour agir, ils ont décidé effectivement qu'il fallait s'adapter. Ils ont déterminé 5 clés interdépendantes, activées pour penser la résilience du massif central et répondre aux enjeux. Donc c'est, alors là, on parle très classique, hein, partager les ressources pour un massif central économique, se diversifier pour adapter le massif central, décarboner pour atténuer les impacts du massif central, revitaliser pour régénérer le massif central. Revitaliser, c'est la population, mais c'est tout, c'est y compris l'habitat. Donc ça, c'est 4 clés qui sont arrivées très rapidement. Et puis alors, la 5e, dont vous avez aussi parlé, mais ça a été vraiment un cri du cœur venant du groupe. Et là-dessus, c'est appelé « Coopérer, s'acculturer aux transitions dans un massif central résilient ». Donc, la volonté d'interdépendance des 5 clés, pourquoi je vous parle d'éducation interdépendante? C'est parce qu'en fait, on a voulu rester dans la thématique qui a été mise en place, dans la stratégie qui a été mise en place, c'était d'être transversale. Si on n'a pas rentré par le thème de la forêt, on n'est pas rentré par le thème de l'agriculture, on a mis tout le monde en commun et on a discuté tous ensemble de différentes choses. Et chacun a dit, moi je veux ci, moi je veux ça. Et je vous donne un exemple très concret encore, que Pierre a pu constater aussi. Quand on a été en Lozère, à Saint-Chély-d'Apcher, il y a un des agriculteurs qui est là et qui nous a dit, nous, en 2023, c'est par rapport à la sécheresse, ils sont allés voir la mairie en disant, oh, l'eau, on en a besoin. La Daubette, il n'y a plus d'eau, on a besoin de l'eau. Maintenant, il faut qu'on soit prioritaire. Voilà. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main à ce moment-là qui a dit, ArcelorMittal qui est là. Saint-Chély-d'Apcher, 4000 habitants. ArcelorMittal à Saint-Chély, c'est 400 habitants. Et Arcelor a dit, si vous prenez l'eau, si vous prenez toute l'eau, on ferme. Et bien, c'est tout bête. Hein. Mais là, ce qui était une situation de conflit sur l'eau a été, de fait, l'occasion de travailler pour eux ensemble et de déterminer qu'il fallait que tout le monde ait de l'eau pour maintenir l'ensemble de l'attractivité de ce territoire-là et l'habitabilité de ce territoire. Donc c'est pour ça que ces 5 clés sont interdépendantes, parce qu'en fait, il s'agit d'agir sur tous les facteurs en même temps, si possible, et les uns avec les autres, pour ne pas, à un moment, se dire « moi je fais ça, mais du coup je contreviens à ce qui pourrait être l'intérêt des autres, en tout cas la bonne santé des autres ».
Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on va s'adapter comme ça, et bien ça a permis aux gens de se projeter. Et ils se sont projetés dans un récit qui a été transformé en stratégie pour être un territoire désirable et vivable en 2050. Ça a été la thématique et ils ont écrit quelque chose. Ils sont projetés à travers le personnel et à partir de ça, ils ont fait un scénario. Et ce scénario, ben, ils le déclinent, ça doit être la stratégie pour garder un territoire qui soit viable et habitable. Les 5 clés, elles sont juste comme ça, mais à chaque fois, tous les mots qui seront dans le plan ont été longuement débattus pendant la sémantique, sur les transitions, sur des choses comme ça. Tous les mots qui ont été écrits ont dû être débattus pour qu'ils soient compris, entendus de la même façon par tous. C'est parce que tous, ils avaient un sens. Donc parfois, il y a des nuances qui sont apportées dedans, mais si elles sont là, c'est parce qu'en fait, elles reflétaient des préoccupations réelles du groupe. Chaque clé donne lieu à des orientations. Chaque orientation donne lieu à des pistes d'action. Et ces pistes d'action, elles ont même été cartographiées. Parce qu'on a trouvé des exemples réels, parce qu'effectivement, on n'a pas un peu de choix, hein, c'est le problème. Donc les territoires, vous l'avez dit, eux, ils sont déjà engagés sur certaines choses, on a évoqué des trucs qui ont été faits. Ben voilà. Donc il y a une cartographie qui a été faite, qu'on trouve dans la synthèse, avec des actions qui sont citées sur le partage de la ressource, sur la diversification, etc. Tout ça, vous pourrez le trouver aussi. Et pour donner dans ces exemples-là, justement, ils sont concrets, pour s'inspirer et collaborer, parce qu'en fait, le plan là, c'est pas de dire ce plan, vous le faites, non. C'est une boîte à outils, c'est pour que les territoires s'en emparent, qu'ils en fassent quelque chose. C'est pour leur donner une idée de méthode qu'il faudra adapter à chacun à son échelle. Chacun le verra à sa façon, mais il faudra l'adapter. Mais ça prend de la gouvernance, effectivement, ça viendra. Le collectif, vous ne pouvez pas y échapper. Pour un territoire, si on veut le réussir, le collectif, il faut le créer, et il faut qu'il soit aussi divers, qu'est le territoire est divers. Donc, je vous donne d'autres exemples qui sont un peu plus pertinents peut-être par rapport à la question des stations qu'on a pu avoir. Alors tout à l'heure, on parlait de stations réussies. Alors METADF est très souvent citée. Effectivement, on en a une dans le secteur qui est près de Chalmazel, justement, dont la fermeture reste en suspens, parce qu'il y a eu tellement de récriminations que le département se pose encore des questions. Il y a la station donc là, pardon, si je reste à Chalmazel, je vais recommencer par un agriculteur de Chalmazel, qui est à côté de Chalmazel, qui lui s'est diversifié, donc il a fait des gîtes, donc il part sur l'agrotourisme. Il fait des gîtes, il fait de la fonte en vente directe, la fonte de Montmaison, par exemple. Sa femme est accompagnatrice en moyenne montagne. Et qu'est-ce que je vous dire de plus par rapport à eux, ils ont aussi développé des gîtes à la ferme. Tout ça, ça lui sert à quoi? On sait la myrtille. Tout ça, ça lui sert à quoi? C'est-à-dire que quand on fait l'impact du changement climatique est trop prégnant sur une de ses activités, ça lui permet, grâce aux autres, d'amortir les chocs et de garder la viabilité de son exploitation globale. Voilà pour celui-ci. Et en parlant des stations, celle dont je voulais vous parler, c'est pas Chalmazel, c'est Prabouré. Alors la station de Prabouré, pareil. Il faut toujours mettre des guillemets sur les réussites, parce que la réussite, vous voyez que c'est une réussite, d'autres vont voir que ce n'est pas une. Voilà. Ils n'ont pas changé de modèle quelque part, mais ils ont substitué des choses. Et aujourd'hui, ils ont un chiffre d'affaires qui est au-dessus d'une demi-million en été, et qui est donc supérieur à leur chiffre d'affaires hivernal. Donc là, il y a un autre sujet de diversification, donc effectivement, à travers les pôles pleine nature, de nouvelles activités, y compris des d'agglomérer certaines activités entre elles. Ils ont réussi effectivement aujourd'hui un pari qui permet à cette station Prabouré de continuer à exister, avec toujours du ski. Mais en tout cas, ils renforcent de plus en plus la partie estivale pour se préparer à recevoir les autres choses. Qui a apporté les investissements de cette station de Prabouré? La SEM de Prabouré. Seul? Elle a eu beaucoup de subventions publiques aussi. Mais je pourrais te donner les détails. On va là-dessus, mais on peut retrouver. Mais il y avait déjà une existence sur Prabouré, même l'été. Oui, il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. C'est sérieusement renforcé. Ça a vraiment été une volonté dès 2013 de Ça n'a pas été tout fait. Non, mais comme sorti comme ça. Comme ici, il y a déjà des choses qui existent aussi. Voilà. Là, je parlais que du chiffre d'affaires hivernal, qui est au-dessus de 2 millions aujourd'hui. Il y a aussi un chiffre d'affaires estival, au-dessus de 2 millions aujourd'hui, qui est donc supérieur à celui de l'hiver, que j'ai pas en tête. Il y a des remontées mécaniques qui étaient ou pas? Alors, je ne sais pas s'ils font. Il est là par terre. On va regarder plus précisément. Je ne sais pas s'ils réutilisent la remontée mécanique. Il y a de la tyrolienne, il y a de la randonnée, il y a encore beaucoup de choses. Et autre chose aussi, parce que quand là, je vais passer la parole à
des personnes qui étaient présentes et qui vont montrer des dossiers, des projets qui sont portés, qui sont aussi en déclinaison de ce plan. Dans les actions qui vont être, qui ne vont pas présenter, c'est celle de l'IRMA. L'IRMA, c'est l'Institut des risques majeurs, parce que le risque, quand on parle des collectivités notamment et des élus, c'est quelque chose qui fait toujours peur. Donc se préparer, anticiper le risque, se préparer au risque, notamment à sa variation en lien avec le climat, c'est extrêmement important. Donc à l'échelle Massif Central, on va travailler avec l'Institut des risques majeurs qui va développer d'ores et déjà des parcours de formation et de travail avec les collectivités, avec les territoires, les acteurs, dès l'année prochaine, après les élections, à destination des communes, intercommunalités rurales. On ne travaillera pas avec la ville de Clermont. Et ça, c'est pris en charge, c'est subventionné complètement. Donc, d'ores et déjà, c'est les élus que ça intéresse, n'hésitez pas. L'avantage de cette notion de risque, c'est qu'elle est facile à comprendre, et c'est un premier chiffre d'une action, de quelque chose que vous pouvez dérouler pour commencer à attaquer les autres. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, il faut commencer à prendre une action qui fait sens. Et c'est en mettant un pas dans l'autre qu'on arrivera à quelque chose. Le groupe de travail continuera à agir. On réfléchit actuellement à des réunions à faire. Ce qu'on n'a pas encore envisagé, c'est la partie évaluation. Parce que ce plan, on veut l'évaluer. C'est dit, c'est clair. Mais on veut évaluer. L'évaluer comment? Simplement en regardant quels sont le nombre de territoires qui vont être engagés, par exemple, les actions qui ont été portées, les actions qu'on porte directement à travers le commissariat, mais pas des acteurs comme Brunet ou comme la CCI ou la Lozère. Voilà. Donc ça, on va l'évaluer. On a pas fini. Vous pouvez tout retrouver sur le site qui s'appelle massifcentral.eu. Vous trouverez le plan. Alors lui, il est gros, hein. Oui, il est comme ça. Alors, ce que je n'ai pas dit quand même, les maîtres mots, on l'a dit tout le temps. Transversalité, ensemble collectif, systémique, ça y était. On s'est fait aussi accompagner de facilitateurs, c'est bien. Des fois, ça permet de retrouver le sourire quand on trouve que le bilan est un peu bloc. Donc on avait des gens qui nous ont fait un carnet de voyage qui est là, et il y avait aussi des dessins qui ont été exposés tout au long en séance, qui étaient faits, etc. Et ça fait. Vous retrouverez tout ça sur le site en question. Il y a la synthèse qui fait que 20 pages. Il y a le diagnostic qui fait presque 100 pages aussi, et il y a le plan, mais il est plutôt sympa à lire. Il y a aussi des dessins. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez redire l'adresse en massifcentral.eu